Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 41. Et nous allons attaquer l'exercice suivant. Nous avons deux matrices, symétrique réelle définie positive et une valeur comprise entre 0 et 1. Et on aimerait démontrer l'inégalité suivante. Alors je tiens à mentionner que cet exercice est un re-upload de la vidéo originale que j'avais postée il y a quelques jours. Donc re-upload que je me suis senti obligé de faire, tout simplement parce qu'il y avait plusieurs erreurs dans la résolution ou les résolutions que j'ai proposées et qu'il me fallait rectifier. Donc des erreurs qui ont été mentionnées par un commentaire assez pertinent de Sylvain que je remercie grandement. Et également d'autres erreurs qui n'ont pas été mentionnées, mais que je vais mentionner au fur et à mesure des résolutions que je vais vous proposer. Donc ici, je vais vous proposer deux résolutions de cet exercice. Une s'appuyant essentiellement sur de l'algèbre et l'autre s'appuyant essentiellement sur du calcul différentiel. Et à travers ça, je vais également parler des erreurs qui ont pu être commises lors de la vidéo originale, qui n'est plus présente car je l'ai supprimée, mais j'aimerais vraiment vous mettre en avant ces erreurs et afin que vous les évitiez tout simplement. Donc voilà. Alors déjà par rapport à cette propriété, avant qu'on se lance sur la résolution en tant que telle, quand on voit l'inégalité, on pense à de la convexité, de la concavité, quelque chose de ce goût-là, et vous n'avez pas tort. Donc en fait cette inégalité, c'est ce qu'on appelle... c'est lié à la propriété qu'on appelle la log concavité du déterminant. Alors qu'est-ce qu'on entend? Alors ça, ce qu'on entend, c'est que si j'appliquais le logarithme de part et d'autre de cette inégalité, eh bien on obtiendrait une inégalité de convexité, ici en l'occurrence de concavité. Okay, et donc ça nous met en avant que la fonction composé de log et du déterminant est une fonction concave. Ok, donc c'est en ça qu'on appelle log concavité de la fonction, donc ici du déterminant. Alors cette propriété, cette inégalité est quand même assez intéressante et intrigante, parce que bon voilà, c'est quand même un type d'inégalité faisant intervenir le déterminant sur des matrices, et un type d'inégalité qui peut faire penser à d'autres types d'inégalités comme des inégalités d'Holder ou des choses comme ça, pour les intégrales. On pourrait penser un peu à ça. Je dis ça, c'est parce que je ferai mention aussi à une résolution un peu différente et qui justement se base un petit peu sur ces histoires d'intégrales, mais j'y reviendrai plus tard. J'aimerais juste mentionner une application assez intéressante du déterminant sur laquelle je ne vais pas m'avancer davantage puisqu'il me faut beaucoup plus d'outils, notamment des outils sur les formes quadratiques pour pouvoir vous présenter des preuves là-dessus. Mais je veux le mentionner pour ceux qui sont en navigation et qui peut-être pourraient être intéressés, ou voire même juste les gens qui pourraient être intéressés pour voir ce genre de propriété, puisque ça fait partie des développements. Donc le théorème que je vais énoncer fait partie des théorèmes qu'on peut proposer en développement pour l'agrégation. Donc c'est le théorème de John Launer. Ok, et puis je vais l'énoncer avant de vous le présenter sous la forme d'un petit dessin. Donc, on se donne K un compact d'intérieur non vide de Rn. Et ce qu'on affirme, c'est la chose suivante. Alors, il existe une unique ellipsoïde. Alors une ellipsoïde, c'est la généralisation de la notion d'ellipse dans le plan. Donc pensez dans l'espace au ballon de rugby, c'est une ellipsoïde. Et puis en dimension supérieure, il y a également moyen de les définir. Donc il existe une unique ellipsoïde et qui vérifie trois conditions. La première, c'est qu'elle est centrée en 0. La seconde, c'est qu'elle est de volume minimal. Et la troisième, c'est qu'elle contient le compact. Ok, donc ce que j'entends par volume, qu'on se le dise, ce qu'on entend par volume, c'est la notion de surface, d'air dans le plan. Volume, c'est vraiment le sens de volume
dans l'espace, dans R3, et en dimension supérieure, en fait c'est des calculs d'intégrales qui se font derrière sur une surface, autour d'une surface fermée ou des choses comme ça. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas ces calculs de volume, c'est ce qui fait intervenir les déterminants. Ok, donc et je vais rentrer un petit peu je vais expliquer aussi pourquoi cette unicité apparaît. Laissez-moi juste un peu de temps pour vous faire un petit dessin avant d'aller un petit peu plus loin sur les idées de la preuve. Donc, en tout cas les choses importantes à savoir par rapport à ce théorème et le lien avec l'inégalité. Donc là ce que je dessine c'est un exemple de compact, voilà, dans le plan. Et donc ce qu'affirme le théorème, c'est qu'il existe une unique ellipsoïde. Alors je vais essayer, donc ici c'est une unique ellipse, une ellipse. Hop. Une unique ellipse, bon là je fais un dessin, ouais bon c'est à peu près correct. Ok, donc il existe une unique ellipsoïde, donc ici une ellipse, centrée en zéro, d'air minimal ici, puisqu'on est dans le plan, d'air minimal contenant K. Ok. Et en fait, bon alors pour montrer l'existence, c'est peut-être une autre paire de manches, mais l'unicité va essentiellement se jouer sur le cas d'égalité pour cette inégalité. Et nous allons voir, lors de la première version de preuve, la première preuve que je vais vous proposer, nous allons voir que, en fait, pour qu'il y ait égalité, il faut que les deux matrices en jeu, ici les matrices A et B, soient égales. C'est quand même quelque chose d'assez fort. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'inégalités qui amènent à des égalités, qui, si on veut imposer égalité dans l'inégalité, amènent à des égalités aussi fortes que celles que j'énonce ici. Donc je répète, pour avoir le cas d'égalité ici, il faut que les deux matrices soient égales. Et c'est quand même quelque chose de très fort si vous pensez aux inégalités triangulaires ou à d'autres types d'inégalités, inégalités de Jensen, des choses comme ça, donc une égalité de Jensen qui n'est pas si loin de celle que j'énonce ici, mais bref, eh bien il n'y a pas forcément beaucoup d'inégalités qui imposent une égalité si on veut avoir vraiment égalité ici, dans l'inégalité. Donc c'est quand même très fort. Et en fait, le fait d'imposer égalité, c'est ce qui va imposer l'unicité de l'ellipsoïde, puisqu'en fait l'ellipsoïde peut être définie à l'aide de matrices, et en fait plus précisément peut être définie à l'aide de formes quadratiques, donc de matrices définies positives, symétriques réelles définies positives. Et ces matrices-là peuvent nous permettre de faire le lien avec les formes quadratiques. Et en fait, les formes quadratiques, c'est elles qui permettent de définir ce que sont des ellipsoïdes en dimension supérieure, etc. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer davantage sur la preuve de ce théorème, je voulais juste en parler pour ceux qui pourraient avoir envie de voir plus loin que ce résultat-là, et puis même pour donner aussi une idée de développement, comme j'ai dit, pour l'agrégation, parce que ça fait partie des résultats qui peuvent être assez intéressants sur lesquels il faudrait peut-être investir un peu de temps pour se préparer à l'agrégation, parce que bon, voilà, c'est un développement qui peut être assez rentable suivant les thématiques qu'on voudra aborder, notamment des thématiques autour de ces formes quadratiques, donc c'est plutôt assez sympa. Ok, alors bon, on va se lancer sur la preuve du résultat que j'énonce pour l'exo de colle. Et donc comme d'habitude, comme pour tout exo de colle, je vous invite fortement à faire une pause afin d'essayer de résoudre par vous-même cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors on est parti pour la résolution. Et en fait, je vais vous en proposer deux. Donc les résolutions de cet exercice. Et donc, je vais commencer par la résolution algébrique. Ok. Alors pour la résolution algébrique, je vais faire appel à une propriété. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Je vais faire appel à une petite propriété qui est en fait la propriété qu'on nomme de pseudo-réduction simultanée. Et donc cette propriété de pseudo-réduction simultanée, elle dit la chose suivante. Si je me donne M une matrice symétrique réelle définie positive, et N une matrice symétrique réelle, alors il existe une matrice inversible P dans GLN de R, telle que, eh bien, la matrice M peut s'écrire transposée de P fois P. Je vais peut-être l'écrire transposée comme ceci.
Et n s'écrit transposé de P fois D fois P avec D diagonales. Ok. Donc voilà, alors voilà l'énoncé de cette propriété ou de ce théorème. Donc pourquoi le nom de pseudo-réduction simultanée? Quand on fait de la réduction avec des matrices, je tiens à vous rappeler que la réduction pour les matrices, c'est en fait chercher des classes de similitude pour les matrices. Des classes de similitude, normalement, ça fait intervenir une multiplication par P-1 et par P à gauche et à droite, de part et d'autre de la matrice. Et le but, c'est d'essayer de voir si c'est diagonalisable, si c'est lié à des matrices de rotation, si ça peut être semblable à des matrices de Jordan, des choses comme ça. Bref. Donc c'est le principe des classes, enfin c'est le principe de la réduction, et là ici c'est pseudo-réduction parce qu'on ne joue pas avec une multiplication d'une matrice et de son inverse, on joue plutôt avec la multiplication d'une matrice avec sa transposée. Donc c'est pas tout à fait la réduction au sens classique du terme, et simultanée parce qu'on cherche à faire une réduction sur deux matrices en même temps, c'est-à-dire qu'on essaie de jouer sur la même base, et on essaie de voir ce qui se passe en termes de classe d'équivalence pour les deux matrices en multipliant par une matrice inverse et sa transposée de l'autre côté. Donc c'est voilà, c'est en cela que cette propriété porte le nom de pseudo-réduction. Bon, alors avant que j'avance, voilà un exercice donc. Et donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice, donc essayer de démontrer cette propriété. Puis, une fois que vous avez démontré cette propriété, essayez de démontrer l'inégalité ici, en utilisant cette propriété. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à démontrer cette propriété de pseudo-réduction simultanée, vous pouvez essayer de démontrer l'inégalité à l'aide de cette propriété pour voir qu'en effet, elle est assez bien utile. Mais bon, voilà, faites pause et essayez de faire ce que vous pouvez avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors, je vais partir maintenant pour une preuve de ce résultat. Alors, c'est le moment où il faut se souvenir qu'est-ce que ça veut dire avoir une matrice symétrique réelle définie positive. Alors avoir une matrice réelle symétrique réelle définie positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une matrice symétrique à coefficient réel et on peut expliquer ce que ça veut dire défini positif de différentes manières. On peut très bien dire que la matrice a des valeurs propres qui sont toutes positives strictes. On peut également dire que, en plus d'être symétrique réelle, la multiplication suivante pour n'importe quel vecteur x est positive stricte. C'est aussi une autre option. Mais je vais aller plus loin, je vais utiliser une caractérisation parce qu'avec des matrices comme ça, on peut définir des produits scalaires. Et en fait, ça caractérise carrément les matrices symétriques réelles définies positives. Donc en fait, l'opérateur qui a deux vecteurs x, y associe transposé de x, m, y, ce calcul-là, eh bien c'est un produit scalaire. Okay. Bon, j'ai pas forcément besoin d'utiliser les deux sens, mais je tiens à informer que, en fait, dire ça, c'est carrément une caractérisation du fait que la matrice est symétrique, réelle, définie positive. C'est vraiment une caractérisation. Donc voilà, pourquoi je mets équivalence. Mais sinon, j'ai juste besoin du sens direct, parce que je vais maintenant utiliser le fait que je travaille avec ce produit scalaire. Comme tout bon produit scalaire, ce que je peux faire, c'est que je peux trouver une base qui va être orthonormée pour ce produit scalaire. Ok. Donc c'est ce que je vais maintenant dire. Donc il existe une base. Alors je vais expliciter la base. y1 jusqu'à yn. Orthonormale pour phi. Et c'est là une des erreurs que j'avais énoncées lors de la vidéo originale. Donc une des erreurs que j'avais énoncées, c'est que par conséquent, la matrice de changement de base qui permet de passer de la base canonique à cette base-là, elle est orthogonale. Mais c'est faux. Parce que pour que ce soit une matrice orthogonale, il aurait fallu que ce soit par rapport au produit... Enfin, il faudrait que la base que j'ai prise ici soit orthonormale pour le produit scalaire classique, le produit scalaire canonique, qui est juste de faire transposer de x fois y. Or là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'elle c'est orthonormale, mais
pour phi. Donc qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que phi de yi avec yi, ça fait 1, et phi de yi avec yj, ça fait 0 pour i différent de j. D'accord? Et je ne suis pas du tout en train de dire que y transposé de yi fois yj, ça donne 1 ou 0. D'accord? Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Donc ça veut dire que la matrice que je vais construire, elle n'est pas orthogonale. A priori, elle n'est pas orthogonale, il n'y a pas de raison qu'elle soit orthogonale en fait. Mais quoi qu'il en soit, comme c'est une matrice de changement de base, eh bien ça va être une matrice inversible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser une matrice, donc soit Q, la matrice de changement de base, et donc la matrice de changement de base, bah, c'est la matrice obtenue en écrivant, là pour la première colonne, le vecteur y1, la deuxième colonne c'est y2, et ainsi de suite jusqu'à yn. Ok, je vais me permettre de poser entre-temps une notation, enfin de poser une notation pour la base canonique, donc posons x1 jusqu'à xn, la base canonique. Alors ce que j'affirme, c'est que si je modifie un tout petit peu le produit scalaire que j'ai ici, je peux me retrouver avec le produit scalaire classique. Hop. Ce que j'affirme, et en fait la petite chose que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais considérer psi de xy comme étant phi de qx fois qy. Et ce que j'affirme, c'est que ça, c'est en fait transposé de x fois y. Alors pourquoi ça c'est vrai? Il suffit juste de faire le calcul. Hein. Donc si je fais le calcul, eh bien si je fais notamment psi de xi avec xj, par changement de base, j'obtiens phi de yi, yj, et donc ça, bah, je sais que ça vaut, donc ça vaut 1 si i égale j, et 0 sinon. D'accord? Et donc, bah, en fait, le produit scalaire, il était complètement caractérisé par la matrice qui se trouve entre les deux. Donc en fait, si là, ce que je viens de montrer, c'est que ça, c'est égal à ça, mais si j'avais développé un tout petit peu plus, normalement, j'aurais dû écrire que ce truc-là, c'est égal à transposé de x fois transposé de q fois m fois q fois x. Normalement, je devrais écrire ça. Ce que j'affirme, c'est que bah en fait, le fait de savoir que ce produit scalaire correspond au produit scalaire canonique, ça veut dire que la matrice qui est ici, c'est alors l'identité. Alors, oui, je mis petit x ici, c'est pas petit x, petit y. Alors, comment s'en convaincre? Bah en fait, quand on fait le produit scalaire de xi avec xj, eh bien on obtient le coefficient mij. Donc si, je vais juste vous convaincre comme ça. Donc si je fais... Donc si M s'écrit MIJ, comme ceci, donc la matrice avec les coefficients NIJ que je viens de préciser, et bien phi de XI avec XJ, et bien ça fait MIJ. Et pour tout I et pour tout J. Et donc, bah, si ça fait MIJ, bah, ça veut dire qu'en effet, je peux retrouver toute la matrice en faisant les produits scalaires avec la base canonique. Donc là, si je fais les produits scalaires avec la base canonique et que je m'en trouve avec ce résultat-là, bah, ça veut dire que la matrice qui est au milieu, c'est l'identité. Donc la matrice qui est ici, c'est l'identité. Donc je conclus que transposé de Q fois M fois Q, eh bien, c'est égal à identité. Donc si je modifie un tout petit peu, ça veut dire que M, c'est égal à transposé de Q inverse fois Q. Fois Q inverse, pardon. Or, la transposition et l'inverse, ça commute, hein, ce sont des opérations qui commutent, donc ça c'est égal à transposer de Q-1 fois Q-1. Donc on a quelque chose qui commence à avoir la forme de ce qu'on voudrait obtenir. Okay, sauf que la matrice que j'ai écrite ici, donc Q-1, c'est pas la matrice qui va jouer le rôle de P. Pourquoi? Bah parce que pour l'instant j'ai étudié essentiellement ce qui se passait pour la matrice M. J'ai pas encore dit quoi que ce soit sur la matrice N. Donc il va falloir avancer sur la matrice N. Hop. Alors avançons sur la matrice N. La matrice N, c'est une matrice symétrique réelle.
ce qui est bien avec les matrices symétriques réelles, c'est que si on multiplie par une matrice à gauche, et puis par la transposée de la matrice qu'on aurait utilisée à droite, sur une matrice qui est symétrique réelle, eh bien on reste avec une matrice symétrique réelle pour peu que les matrices qu'on a utilisées pour la multiplication soient à coefficient réel. Donc en particulier, ça veut dire que si je fais transposer de Q fois N fois Q, eh bien ça c'est une matrice symétrique réelle. Ok. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour les matrices symétriques réelles? Si je veux essayer d'arriver à quelque chose de diagonal, eh bien, on a envie d'utiliser le théorème spectral. Alors, pour revoir les preuves, ou la preuve du théorème spectral, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'exo de colle numéro 39, où j'en parle un peu plus dans le détail. Mais le théorème spectral, il dit quoi? Il dit que n'importe quelle matrice symétrique réelle est diagonalisable. Et donc là, ici en particulier, donc cette matrice-là, elle est diagonalisable. Mais en plus de ça, il y a quand même encore un truc un peu plus fort que ça, c'est qu'on peut diagonaliser à l'aide d'une matrice orthogonale. Ok? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe une matrice orthogonale que je vais appeler O, telle que, eh bien, si je fais transposer de Q fois N fois Q, eh bien ça c'est égal à transposer de O fois une diagonale fois O. Donc avec des diagonales. Et je rappelle que pour une matrice orthogonale, la transposée de O, c'est O-1. Ok, alors notamment, là, l'erreur que j'arrêtais pas de dénoncer, donc dans la vidéo originale, c'était que ici, j'aurais pu prendre ON de R, c'est-à-dire que la matrice P ou la matrice Q que j'ai choisie, elle était dans ON de R, mais c'est pas vrai, d'accord, je répète, parce que le Q, la matrice Q que j'ai choisie, c'est une matrice qui est liée à un changement de base pour une base qui est orthonormée pour le produit scalaire phi et non pour le produit scalaire canonique. C'est ça qui fait que en général Q n'a aucune raison d'être orthogonale. Et donc bon bah et autre remarque, si j'avais écrit orthogonale, ça veut dire que la matrice M ça serait l'identité. Ce qui est en général faux, je peux très bien avoir une matrice symétrique réelle définie positive qui n'est pas l'identité. Donc voilà, bref. C'est une remarque en passant, juste pour dire que j'aurais pu voir cette erreur plus tôt, mais c'est pas grave. Bref, on est en train de faire la correction pour ainsi dire. Donc, nous avons cette égalité-là, et si je manipule un tout petit peu cette égalité-là, ce que j'obtiens, c'est donc n est égal à transposé de Q-1, donc je rappelle que l'inverse c'est la transposée commute, quand j'applique, voilà. Transposé de O, D, O, Q-1. Et donc on voit quelle est la matrice P qu'il va falloir choisir. La matrice P qu'il va falloir choisir, c'est cette matrice-là, O fois Q-1. Et donc on peut s'assurer que en fait, ce truc-là, c'est la même chose que transposé de Q-1 fois transposé de O fois Q-1. Ok, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit ici, la transposée d'une matrice orthogonale, c'est son inverse. Donc en fait, là, quand vous faites ça, vous faites O-1 fois O, donc ça c'est égal à l'identité. Ok. Bon voilà, j'ai terminé, donc ça veut bien dire, donc en posant P comme ceci, je conclus en effet que M peut s'écrire transposé de P fois P, et N peut s'écrire transposé de P fois D fois P avec des diagonales. Donc voilà, je suis arrivé à la conclusion. Et donc, ça me permet encore une fois de répéter que la matrice ici, c'est bien une matrice inversible et qui n'est pas, et en général, ça ne sera pas orthogonale, puisque, voilà, je l'ai déjà expliqué, je ne vais peut-être pas me répéter. Bref, donc maintenant, on va essayer d'appliquer ce résultat pour obtenir l'inégalité voulue. Ok, alors encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Voir comment on pourrait s'y prendre. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est en fait on va simplifier l'inégalité qu'on voudrait démontrer grâce à la propriété de pseudo-réduction simultanée. Alors on va manipuler chaque membre de l'inégalité, donc d'abord le membre de gauche. Donc
déterminant de lambda A plus 1 moins lambda B. Bon, alors là, il faut que je fasse un choix. Ici, je vais proposer de prendre A comme étant la matrice symétrique réelle définie positive et B comme étant la matrice symétrique pour la propriété de pseudo-réduction. Je pourrais faire l'inverse. Ça change rien, d'accord? C'est juste pour question d'adaptation, ça voilà, ça va pas changer grand chose. Donc là, ce que je propose, c'est d'écrire en fait que A est égal à transposé de P fois D fois P, et que B est égal à transposé de P fois P. Voilà, pour une certaine matrice P inversée. Donc si j'écris ça, bah là, on peut mettre en facteur dans cette expression transposé de P à gauche, et on peut mettre P à droite aussi, également en facteur, et on obtient que ce déterminant, c'est égal au déterminant de transposé de P fois déterminant de lambda D plus 1 moins lambda identité fois déterminant de P. Et une propriété assez sympatoche du déterminant, c'est que le déterminant de la transposée d'une matrice est égal au déterminant de la matrice elle-même. Donc ça, c'est égal à déterminant de P, je peux mettre au carré avec l'autre déterminant de P que j'avais mis en facteur, fois le déterminant de lambda D plus 1 moins lambda identité. Ok, maintenant je vais regarder ce qui se passe pour le membre de droite. Donc le membre de droite, c'est déterminant de A puissance lambda fois déterminant de B puissance 1 moins lambda. Et donc si j'utilise encore une fois la factorisation, j'obtiens det de P au carré fois det de A. Donc, je rappelle que j'utilise le fait que fois det de D, pardon. J'utilise encore une fois que le déterminant de la transposée d'une matrice est égal au déterminant de la matrice elle-même. Puissance lambda fois det de P au carré fois det de identité. Cette fois, puissance 1 moins lambda. Bon, alors det de P au carré puissance lambda fois det de P au carré puissance 1 moins lambda, bah, ça donnera det de P au carré. Donc le même terme en facteur, on est plutôt content. On va avoir det de D puissance lambda, et déterminant de l'identité, bah, ça vaut 1. Donc cette partie-là disparaît, et on se retrouve juste avec ça. Et donc à cause du fait qu'on a det de P au carré qui est en facteur à gauche et à droite de l'inégalité, bah, on peut simplifier, et donc bah, l'inégalité qu'on veut démontrer peut se ramener à l'inégalité qu'on va maintenant essayer de démontrer. Donc reste à démontrer que, eh bien, det de lambda D plus 1 moins lambda identité, ben ça doit être supérieur ou égal au déterminant de D puissance lambda avec D diagonale, c'est-à-dire pour tout D diagonale. Ok, alors maintenant on va préciser un peu ce qu'il y a dans la diagonale. Hein. Donc disons que D c'est la diagonale formée par les MUI, donc disons mu1 jusqu'à mu-n. Et donc si je précise ce qu'il y a dans la diagonale, bah, je peux calculer le déterminant de chaque côté, puisque les déterminants que je dois calculer, c'est des déterminants de matrice diagonale. Donc le déterminant des matrices diagonales, c'est juste faire le produit de ce qu'il y a dans la diagonale. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Donc si je fais le produit, donc le premier terme de gauche, le terme de gauche va me donner le produit pour i allant de 1 à n de lambda mu i plus 1 moins lambda. Et le membre de droite me donne le produit pour i allant de 1 à n de mu i puissance lambda. Ok. Et puis maintenant, si j'applique le logarithme, hein, on s'attend un tout petit peu à ce que on doit utiliser le logarithme. Pourquoi une des raisons pour lesquelles on s'attend à ce qu'on utilise quelque chose lié au logarithme, c'est parce que là, on a des produits. Et donc, si on veut se ramener à des inégalités qu'on peut manipuler, on peut essayer de montrer des inégalités avec les sommes. Ça peut être un peu plus simple. Ou alors on peut regarder terme à terme ce qui se passe, mais c'est pas forcément d'une grande utilité. Je fais juste une remarque en passant que chacun des termes qui sont ici sont bien des termes strictement positifs. D'accord? Pourquoi? Bah parce que les MUI vont devoir être strictement positifs, à cause du fait qu'on travaille avec des matrices qui étaient symétriques réelles définies positives. Donc c'est assez lié à ça. Et puis bon, 1 c'est les positifs, et quand j'utilise le fait que les intervalles dans R sont convexes, bah, on conclut que ces trucs-là sont bien positifs. Puis bon voilà, bref. Donc tout va bien, tous les termes qui sont en jeu sont positifs, donc je peux bien appliquer le LN, hein, je tiens juste à le préciser, mais
C'est pas une très grande difficulté. Ok, donc j'ai ça, et qu'est-ce que je voulais... Oui, donc là ce que je veux faire c'est appliquer le ln. Donc si j'applique le ln à gauche, eh bien j'obtiens somme pour i allant de 1 à n de ln de lambda mu i plus 1 moins lambda, et là je vais préciser fois 1. Et de l'autre côté, si je fais ln des termes à droite, eh bien j'obtiens somme pour i allant de 1 à n de lambda fois mu i plus... Oula, pas mu i, pardon. Donc, lambda fois ln de mu i, je vais dire, plus 1 moins lambda fois ln de 1. Car encore une fois, j'ai ajouté ln de 1, j'étais pas obligé, ça vaut 0, mais c'est juste pour pouvoir appliquer en effet l'inégalité de concavité du ln, puisque si on regarde terme à terme ce qu'il faut démontrer, ben on voit qu'il faut montrer que ça, c'est supérieur ou égal à ça, et ça c'est clair par concavité du logarithme. Voilà. Donc c'est terminé, on a donc démontré l'inégalité qu'il fallait dans le cadre où D était diagonale et ramené à ce genre de choses. Et donc bah, ça veut dire que l'inégalité de base qu'il fallait démontrer, elle est également vraie. Alors maintenant parlons rapidement du cas d'égalité pour cette inégalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait égalité pour l'inégalité de concavité qui est ici. Donc ça, supérieur ou égal. Et je rappelle que LS est bien une fonction strictement concave. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends lambda différent de 0 et de 1, ça doit être normalement une inégalité stricte. Mais il y a une autre condition à ce que cette inégalité puisse être une égalité, je vais y venir. Donc on a oups, j'ai mis le ln un peu tôt, donc on a lambda ln de mu i plus 1 moins lambda ln de 1. Et donc, pour qu'il y ait égalité dans cette inégalité, si et seulement si, bah soit lambda égale 0, ou lambda égale 1, et comme je viens de l'expliquer, il y a stricte concavité, donc normalement, si je suis compris entre 0 et 1 strictement, et que je prends des valeurs, si je prends des valeurs mu i qui sont différentes de 1, donc c'est-à-dire que la valeur qui est ici, le x qui serait ici, est différent du y qui est ici, et bien normalement l'inégalité est stricte. Donc le seul moyen pour qu'il y ait égalité si lambda est différent de 0 et de 1, c'est que mu i est égal à 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire que mu i est égal à 1? Donc pour tout i, ben ça veut dire que la diagonale, en fait, c'est l'identité. Donc il y a égalité pour cette inégalité-là, si et seulement si, enfin pour cette inégalité-là, si et seulement si la diagonale est égale à l'identité. Et si la diagonale est égale à l'identité, ben, ça veut dire que la matrice A qui s'écrivait transposée de P fois D fois P, ben, ça va être transposée de P fois P, et en fait ça c'est la matrice B. Donc ça veut dire que les deux matrices en jeu sont égales. Et donc là on voit en quoi en effet ça montre l'unicité. Hein, donc ce que j'expliquais par rapport à John Lawner, qu'à un moment donné on utilise l'égalité dans cette inégalité-là. Ces inégalités-là en fait c'est des inégalités qui sont liées à des calculs de volume. D'accord? Et donc pour avoir le volume minimal, bah, il faut atteindre l'égalité dans cette inégalité, et atteindre l'égalité dans cette inégalité, bah, ça ramène au cas où bah, on ne peut pas avoir deux ellipses qui vont avoir le même volume minimal. Donc ça va amener à ce genre de choses. Et donc c'est en cela que la propriété d'inégalité va intervenir à un moment donné par des calculs de volume, et aussi déterminante sur le fait d'avoir l'unicité de cette ellipse qui a un volume minimal, qui est centré en 0, etc. Ok. Alors j'aimerais revenir, avant d'aller sur la deuxième preuve, sur le calcul différentiel, j'aimerais revenir sur un autre truc, une autre preuve, qui peut exister, mais qui malheureusement n'est pas vrai. Alors c'est-à-dire qu'il peut exister au sens où quand j'ai vu cette preuve, je la pensais vraie, et je l'avais même exposée lors de la vidéo originale comme étant quelque chose de vrai, mais malheureusement c'est faux. Et donc je vais montrer en fait l'astuce à laquelle on aurait pu penser pour essayer de simplifier les choses, sauf que cette astuce ne fonctionne pas. Alors l'astuce ici, donc je vais l'appeler
2 fausses. D'accord? Ça, c'est une erreur que j'ai vue après coup, donc je ne l'avais pas vue sur le moment de l'enregistrement, mais je l'ai vue en faisant un petit peu plus de recherche et en essayant par moi-même d'expliquer les choses. Une autre idée de preuve qui est un peu liée à celle-ci, comme vous avez pu le voir, grâce à la propriété de pseudo-réduction simultanée, j'ai réussi à simplifier l'inégalité. Et en fait, la question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce qu'on aurait pu simplifier l'inégalité par un petit changement de matrice dans l'affaire ou en manipulant les matrices qui sont en jeu. Alors une idée qu'on peut peut-être trouver, ça serait de se dire, je vais poser C comme étant la matrice B-1 fois 1. Et je vais expliquer assez rapidement pourquoi ça peut simplifier les choses, mais ensuite je vais expliquer pourquoi ce raisonnement est faux. Donc, alors pourquoi cette idée aurait pu être une bonne idée? C'est parce que si je manipule un tout petit peu les inégalités, donc notamment d'abord celle de gauche, je vais juste montrer d'abord pourquoi ça peut être une bonne idée. Donc, je vais mettre B en facteur, et si je mets B en facteur, j'ai le déterminant de B fois déterminant de lambda B-1 fois A, donc C, plus 1 moins lambda fois identité. D'un côté, et de l'autre côté, le terme de gauche, j'obtiens déterminant de A. En fait, je vais... Oui, alors attendez... Oui, je vais avoir ça. Donc, ce qui va se passer, donc je vais d'abord écrire ce qu'on a. Donc, déterminant de A puissance lambda fois déterminant de B puissance 1 moins lambda. Là, on fait sortir un B ici. Donc, on va avoir déterminant de B puissance lambda fois déterminant de B puissance 1 moins lambda. Ça donnera déterminant de B. Et le tout fois déterminant de C puissance lambda. Et on voit qu'on est donc ramené à démontrer une inégalité qui ressemble à cette inégalité-là, mais avec une matrice C qui serait a priori quelconque, symétrique, réelle, définie, positive. Et en fait, on se dit, on pourrait peut-être faire le même genre de raisonnement en prenant les valeurs propres de la matrice C. Et là, on se dit, ah oui, d'accord, c'est vachement cool, ça a l'air vachement simple et tout ça. Mais il y a un gros problème, c'est qu'en fait, la matrice qui est ici, elle n'est pas symétrique. En général, elle n'est pas symétrique réelle définie positive. Voilà, essayez de le démontrer si vous voulez, si vous n'êtes pas convaincu, mais je vais vous donner un contre-exemple, d'accord? Il va falloir un peu de temps pour comprendre qu'en effet, c'était pas vrai. Et en fait, la chose qui était fausse ici, c'est le fait que le produit de deux matrices symétriques réelles définies positives est une matrice symétrique réelle définie positive. Donc c'est ça le problème. L'inverse d'une matrice symétrique réelle définie positive, c'est bien encore une matrice symétrique réelle définie positive, mais le produit, ça marche pas, c'est pas stable par le produit. Donc je vais expliquer juste avec un exemple, je vais vous le faire avec un petit exemple. Donc les deux matrices que je dois prendre, c'est d'abord je dois prendre la matrice B comme étant la matrice 1, moins 1, moins 1, 2, et je dois prendre la matrice A comme étant la matrice 5. Là, je me permets de tricher un petit peu, parce que c'est quand même un exemple, il fallait le sortir, il fallait réussir à en trouver un. Donc voilà un exemple, on peut vérifier que les deux matrices sont symétriques réelles définies positives, si vous voulez on peut faire vite fait l'exercice. Donc les polynômes, pour déterminer les valeurs propres, là je vais faire directement avec les valeurs propres, il suffit de trouver le polynôme caractéristique. Ici le polynôme caractéristique est assez simple, c'est x carré moins la trace de la matrice, donc ici la trace de la matrice c'est 3. Donc 3 fois x, et ensuite plus le déterminant, et ici le déterminant de la matrice, ça nous donne 2 moins 1, donc ça fait 1. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Je pense que j'ai pas dit de bêtise. A priori j'ai pas dit de bêtise, ok. Et donc si je calcule les... Ouais, j'ai pas fait de bêtise. Excusez-moi, je vérifie à nouveau. Donc j'ai fait 2 et... Ouais, donc ça marche. Et donc si je prends, si je veux chercher les valeurs propres, je fais un petit delta. Le petit delta, il me donne 9 moins 4, ça donne 5, qui est positif. Et ensuite, donc les valeurs propres sont donc 3 plus ou moins racine de 5 divisé par 2. Et les deux valeurs propres sont bien strictement positives. D'accord? 3, c'est bien plus grand que racine de 5, donc pas de problème. Pour l'autre polynôme, vite fait aussi, ça fait x carré moins la trace, donc 6x, plus le déterminant c'est 5 moins 4, ça fait 1. Donc j'ai delta qui vaut 36 moins 4, ça fait 32, qui est strictement positif. Et donc les deux valeurs propres ici pour A, c'est 6
plus ou moins racine de 32, donc 6 plus ou moins racine de 32, divisé par 2, et encore une fois, les deux valeurs propres sont positives. 6, qui est racine de 36, c'est plus grand que racine de 32, donc pas de problème. Ok, donc là, je viens de vérifier ce qu'il fallait, j'ai des matrices symétriques réelles, définies positives, parce que les valeurs propres sont strictement positives. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ce calcul, pour vérifier qu'elles étaient bien symétriques réelles, définies positives, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais inverser la matrice B. Alors inverser la matrice B, je peux utiliser la formule avec les cofacteurs, c'est assez rapide, d'autant plus que le déterminant vaut 1. Donc c'est quand même très facile, là il suffit juste de faire... Donc là si je fais les inverses, j'obtiens 2, 1, 1, 1, voilà. Donc c'est assez rapide, il suffit juste de regarder les cofacteurs, ce qu'on appelle les cofacteurs ou les mineurs, avec un signe près. Donc il faut déterminer la transposée de la comatrice. Bon, ici, à faire la transposée, ça ne change rien, donc voilà, ok. Donc j'ai B-1 qui vaut ça, j'ai A qui vaut ça, et puis bon, bah, je vais faire le produit des deux. Alors si je fais le produit des deux, eh bien si je fais le produit des deux, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de le faire correctement. Donc j'ai 2 fois 5 qui fait 10, donc j'obtiens 12. Ensuite j'ai, alors on va faire dans le bon sens, donc... ouais, donc j'ai 2 fois 2, ça fait 4, 1 fois 1, ça fait 1, donc 5. Ensuite, je fais 2 fois 2. Alors, attends. Ah oui, c'est parce que je suis pas en train de faire le produit dans le bon sens, excusez-moi. Donc, je revérifie 2 fois 2, ça marche. Et là, donc 2 fois... non, 1 fois 5, voilà, c'est bien que je vais faire. 1 fois 5 plus 2 fois 5, enfin 2 fois 1, ça me fera donc 7. Voilà, et je n'obtiens pas une matrice symétrique, déjà. Elle n'est pas symétrique. Et puis le dernier, bon, je fais juste le dernier terme pour le fun. Donc le dernier terme, bon, peu importe comment je fais le produit, je crois que ça ne change rien. Ça fera 3. Ok. Ouais, ok. Il faut juste faire dans le bon sens, hein, je suis navré, bon, bref. Mais le truc important, c'est que là, vous voyez que le produit des deux matrices que je viens d'obtenir, elle n'est même pas symétrique. Donc c'est même pas la peine d'aller plus loin. Hein. D'accord? Donc si ce produit-là, il n'est pas symétrique, bah, c'est a fortiori pas symétrique réelle, définie positive. D'accord? Donc voilà. Et donc c'était quand même assez perturbant. Hein. Donc au début, j'y croyais que en effet le produit de deux matrices symétriques réelles définies positives serait aussi symétrique réelle définie positive. Mais déjà, rien que le fait d'avoir la symétrie, bah, c'est même pas stabilisé en fait par le produit. Donc voilà un exemple, comme ça vous en êtes persuadé également, que si je prends deux matrices symétriques réelles, eh bien le produit n'est pas forcément symétrique réel. Déjà rien que ça, bah, voilà, ça fout en l'air la propriété. Donc c'est pas la peine de faire confiance à ce type de preuve. Si vous voyez à tout hasard, on cherche un petit peu ce type de preuve, elle n'est pas vraie, donc faut pas s'y poser. Ok, alors voilà, donc ça je voulais en parler, et maintenant c'est dit. Maintenant on va pouvoir passer à une vraie deuxième version de preuve. Hop. Et la vraie deuxième version de preuve, que Sylvain, donc la même personne qui m'a fait ce petit commentaire sur la vidéo originale, aurait voulu voir un peu plus de détails, eh bien, il va être servi, j'espère qu'il en sera content. On va regarder le cas du calcul différentiel. Hop, différentiel. Déjà, on va regarder clair. Ok. Alors, l'idée du calcul différentiel, c'est exactement l'idée d'essayer de montrer qu'une fonction est concave. Déjà, à la base, c'est ça. Et donc, montrer qu'une fonction est concave, en fait, là, on veut montrer la log-concavité de la fonction. Donc, montrer la log-concavité de la fonction, ça veut dire qu'il faut montrer que le ln composé avec le déterminant est concave. Alors, pour que ceci ait un sens, parce que là, on est en train quand même de regarder une fonction. On est en train de regarder une fonction sur un certain ensemble de matrices. Attention, la notion de convexité, tout ça, c'est pas très clair si je travaille avec n'importe quel type d'ensemble de matrices. Ben, il faut que je travaille sur un ensemble qui doit être convexe. Donc un ensemble, un espace, hein, si on préfère un espace de matrice, ou peu importe, vous choisissez le mot, bon là je parle d'ensemble, mais c'est aussi un espace topologique, des trucs comme ça, comme vous voulez. Et bien là, il faudrait que je montre que l'espace des matrices sur lesquelles je travaille, donc là notamment l'espace des matrices
symétrique réelle définie positive est convexe. Et j'affirme que c'est le cas. Donc, Sn++ de R est convexe. Donc c'est pour que ceci ait un sens. Donc pour que ceci ait un sens. Et donc ça c'est vrai, et c'est pas très dur de le montrer, donc là on peut jouer avec différentes définitions, mais je pense que la définition qui marche la mieux ici, c'est de dire que je dois avoir une matrice symétrique réelle, et que le produit par transposé de x fois la matrice fois x doit être strictement positif pour n'importe quel vecteur x. Donc si j'utilise cette propriété-là, eh bien quand je prends deux matrices A et B dans Sn++ de R, et que je prends lambda compris entre 0 et 1, déjà, il devrait être assez clair que lambda 1 plus 1 moins lambda B, ça c'est bien symétrique réelle. Je pense que ça c'est assez clair. Et si je fais transposer de x fois la matrice fois x, pour n'importe quel vecteur x non nul, ça c'est égal en développant à lambda transposé de x à x. Donc il suffit juste de développer, plus 1 moins lambda transposé de x, b, x, et ça, c'est clairement strictement positif, parce que chacun des termes est strictement positif. Pas de problème. Donc voilà, Sn++ de R, c'est bien convexe, et ça permet d'avoir un peu plus de sens à la notion de concavité que j'énonce ici. Et donc, pour montrer qu'une telle fonction est concave, une fois qu'on a vérifié la convexité de l'ensemble, et vérifier donc que cette notion a bien un sens. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi il fallait la convexité pour que ça ait un sens. De toute façon, je pense que vous pouvez vous y attendre, parce que de toute façon, il faut avoir le même type d'inégalité que l'inégalité de convexité et de concavité derrière. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait, si vous pensez à ça, normalement vous faites donc l'image de lambda A plus 1 moins lambda B. Donc c'est important de vérifier que cette combinaison linéaire est toujours dans l'ensemble dans lequel vous avez décidé de travailler. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier la convexité de l'ensemble dans lequel on travaille. Chose que j'ai pas vérifié avant, j'aurais pu le vérifier avant pour le premier point et pour m'assurer que les déterminants que je calcule là sont bien strictement positifs, etc. Bref, je me suis pas appesanti là-dessus, mais j'aurais pu le faire avant. Enfin bref, au moins c'est fait ici, et j'explique en quoi c'est vraiment important de vérifier ça pour la concavité. Je l'explique pas, je dis juste que j'ai besoin de ça, mais pour des explications plus fortes, je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça me prendrait un peu trop de temps. Ok, et donc pour montrer la concavité ou la convexité d'une fonction dans ce genre de contexte, eh bien il suffit de montrer, pour montrer que ln de det est concave, il suffit de montrer que la fonction f de t, définie par ln de déterminant de a plus, alors je vais peut-être l'écrire comme ça, a plus t fois b est concave. Et le st concave pour tout t, donc pour toute matrice A et B symétrique réelle définie positive, donc, et bien sûr on va travailler avec t compris entre 0 et 1. Donc il suffit de montrer cette propriété là dans ces ensembles là. Okay. Et donc pour montrer qu'une fonction est concave, comment on fait en général? On calcule sa dérivée seconde et on regarde le signe de la dérivée seconde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dériver deux fois ce truc là. Et dériver deux fois ce truc-là, ça veut dire qu'il va falloir dériver le déterminant. Et la question qui se pose, c'est quelle est la dérivée du déterminant? Alors, sous certaines conditions, la dérivée du déterminant, donc je vais l'écrire. Alors, je vais peut-être l'écrire d'une certaine manière, parce que je ne veux pas la dérivée du déterminant à proprement parler, mais ce que je veux, c'est calculer le déterminant, la dérivée du déterminant d'une matrice dépendante de t. Et je veux faire une dérivée par rapport à t. Ok? Eh bien, il se trouve que cette dérivée, elle est égale à... elle est égale à déterminant de a de t. Bon, je ne vais pas écrire a, mais... Donc elle est égale au déterminant de a fois la trace
de... alors, il faut juste que je ne me plante pas, mais si je dis pas de bêtises, c'est la trace de... la transposée de la comatrice de A fois A'. Donc A' au sens A' de T. Donc ça, c'est une formule de Jacobi. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment je peux démontrer ça. Alors pour démontrer ça, on va dire il y a deux manières, il y a deux façons de le montrer. Il y a une façon pédestre. Donc la façon pédestre, c'est quoi? C'est de dire, donc je vais peut-être faire les deux. Alors la façon pédestre, c'est dire quoi? C'est dire qu'en fait le déterminant de A, c'est une fonction qui dépend de toutes les variables, donc de toutes les entrées de la matrice. Donc je peux écrire que c'est f de A11, A12 jusqu'à ANN. Okay, je peux écrire que le déterminant c'est une fonction comme ça. Et donc faire une dérivée par rapport à t de ce déterminant, ça veut dire que je dois appliquer juste la formule de dérivée de composé. Hein, donc je vais faire une somme qui va dépendre de i et de j, et qui va être les dérivées partielles de f par rapport à chacune des variables en jeu. Bon, je vais écrire pour simplifier de a. Et puis ça, je dois multiplier la dérivée de l'entrée en question. Donc d de aij sur dt. Je rappelle que tout dépend de t, hein, je vais peut-être pas l'écrire à chaque fois, mais tout dépend de t. Donc la formule générale, c'est la suivante. Pardon. Et donc, bon ça c'est ce qui va jouer le rôle. Je vais peut-être tout de suite le remplacer. Ça c'est ce qui joue le rôle de aij'. Ok. Et maintenant si je m'intéresse un petit peu plus à ce terme-là, on va pouvoir voir qu'en fait ce terme-là, ça va être lié au coefficient de la comatrice en fait. Pourquoi? Parce que si j'applique les formules de développement du déterminant, si j'écris le déterminant de A d'une certaine manière, je peux écrire que c'est la somme pour J allant de 1 à N de alors oui, la comatrice, il y a bien les... Je suis juste en train de demander, oui, il y a bien les signes dans la comatrice, donc c'est ça. Donc ça va être... Parce que normalement, je dois faire quoi? Je dois faire moins 1 puissance I plus J fois le calcul du mineur obtenu en enlevant la ième ligne, par exemple, et la jème colonne. Parce que là, je suis en train de faire un développement par rapport à une ième ligne. Donc normalement, ce début de calcul correspond justement à regarder le coefficient de la comatrice en IJ. Et j'ai pas besoin de regarder la transposée, c'est juste la comatrice. Et je multiplie à ça les coefficients AIJ. D'accord? Donc ce que j'ai écrit comme de A, IJ, c'est en fait exactement ce que vous écrivez d'habitude en écrivant moins 1 puissance I plus J, le tout fois le mineur obtenu donc correspondant au déterminant de la matrice obtenue en enlevant la IM ligne et la JM colonne. Okay, donc là, je vais faire un développement par rapport à la IM ligne. Et donc si je veux... donc là, ce que je veux, c'est essayer de déterminer ce que vaut ces dérivées partielles là. Donc c'est les dérivées partielles du déterminant, hein, c'est ça qu'on est en train de chercher. Et donc la dérivée partielle, là je peux utiliser les dérivées par rapport au produit. Hein, donc, alors j'ai peut-être mis J, mais j'aurais peut-être pas dû mettre J, alors je vais me permettre de mettre autre chose que J, je vais mettre K. Hop, ça. K. K. Ok, donc là ce qui m'intéresse maintenant c'est essayer de déterminer ce que vaut la dérivée partielle du déterminant par rapport au coefficient AIJ. Donc, je suis en train de... Donc on a ça, et je veux calculer en 1, et je suis en train de faire la somme. Donc ça c'est la somme des dérivées partielles de ce produit-là, mais comme produit, je peux découper le produit, faire donc du dérivé de U fois V, c'est U' V plus UV', donc j'ai somme pour K allant de 1 à N de dérivée partielle du coefficient IK, pardon, des ronds AIJ.
Ok, et ensuite, fois donc AIK, et j'ai l'autre terme qui est comme de AIK fois des ronds AIK sur des ronds AIJ. Donc j'obtiens ce résultat, et si on fait assez attention, quand je regarde le coefficient de la comatrice IK, j'ai répété qu'il s'agissait de prendre la matrice, enfin de regarder le déterminant de la matrice qu'on obtient en enlevant la ième ligne et la kème colonne. Mais dans la ième ligne, il se trouve le coefficient AIJ. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai supprimé. Donc là, ce coefficient de la comatrice ne dépend aucunement de AIJ. Ce qui fait que cette dérivée partielle ici vaut 0. Ok, et maintenant si je m'intéresse à cette dérivée partielle, tous les coefficients vont être nuls sauf le terme en J. Donc ce qui fait que tout le résultat de cette dérivée partielle, ça va être la comatrice, le coefficient de la comatrice en IJ. Ok? Et donc ça veut dire que si je continue la formule ici, ça c'est égal à la somme IJ du coefficient de la comatrice de A en IJ fois le coefficient de la matrice A en IJ. Et ce calcul-là, eh bien ça correspond exactement... Alors c'est là où je me rends compte qu'il n'y avait pas fois déterminant de A. Ok. Bon, je me suis un peu avancé, il n'y a pas fois déterminant de A, c'est pas grave. Parce que ce calcul-là, c'est déjà la trace de cette transposée de comatrice fois A'. Parce que là, on a la somme des BIJ à IJ, si vous voulez, et ça revient au produit scalaire que vous connaissez, qui est la trace de la transposée de B fois A. Donc là, c'est la transposée de la comatrice de A fois A. Voilà, donc la formule, c'était plutôt de dire que c'est égal à ce truc-là. Ok. Donc maintenant, là, j'ai bien de calculer la dérivée du déterminant de A de T. Et on est content. Donc voilà, ça c'est une première façon de démontrer le résultat. Okay. Une autre façon de démontrer le résultat, c'est de calculer la différentielle, le premier ordre de la différentielle du déterminant. Et en fait, il se trouve que si je m'intéresse à la différentielle d'abord de l'identité, je vais peut-être écrire... Donc là, j'ai fait la façon pédestre, et là maintenant c'est la façon méthode plus élaborée. Pas si élaboré, mais bon, je sais pas. Bon, je vais dire méthode plus, parce que bon, elle est un petit peu différente. Mais donc, ce que je pourrais très bien faire, c'est regarder la différentielle du déterminant, et d'abord la regarder par rapport à l'identité. Donc, si je regarde par rapport à l'identité, je fais i fois epsilon t plus epsilon t, pardon, plus pas plus moins déterminant de i, et à cela, je divise par epsilon, et je vais regarder la limite quand epsilon tend vers 0. Donc là, je suis en train de regarder la différentielle suivant une certaine direction t, et on va voir qu'en fait la différentielle, la direction t, ça va être assez simple. Donc si je regarde d'un tout petit peu plus près ce que j'ai écrit ici, je peux me rendre compte que ce que j'ai écrit ici, ça correspond à peu de choses près au polynôme caractéristique, d'accord, de t. Donc en fait, le déterminant de i plus epsilon t, à peu de choses près, ça ressemble au polynôme caractéristique. Donc là, il faut faire quelques modifications. Alors si je fais pas de bêtises... Ouais, il y a des histoires de signes et tout ça qui vont apparaître. Donc je vais avoir le polynôme caractéristique. Donc normalement là, ce que je peux écrire, c'est que c'est le polynôme caractéristique. Donc normalement je dois faire xin moins t. Donc xin moins t, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois écrire... Ouais, ça va être moins 1 puissance n fois xi de epsilon t calculé en moins 1. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis une bêtise? Ok, parce que bon, là la formule que je veux utiliser du polynôme caractéristique, c'est la suivante. Alors, il existe différentes formules, mais c'est celle-là que j'ai envie d'utiliser. Donc xi moins t
D'accord? Et donc si je veux que ça coïncide, il faut qu'il y ait un moins 1 qui fasse sauter le moins. Donc là ce que je propose c'est de mettre x égale moins 1. Donc là à la place de t c'est epsilon. Hein. Donc là je mets epsilon ici. Et là je vais mettre x égale moins 1, puis je vais pouvoir mettre le moins 1 en facteur pour que ça saute. Et donc voilà pourquoi j'ai ce résultat là. Très bien. Le epsilon, bah, je pourrais le mettre en facteur aussi si je veux. Donc si je mets le epsilon en facteur, j'ai moins 1 puissance n. Et si je mets le epsilon, j'ai donc epsilon puissance n également en facteur. Et j'ai le polynôme caractéristique en t calculé en 1 sur epsilon. Est-ce que je dis des bêtises? Normalement non, je dis pas de bêtises. Ah, il y a un moins, peut-être, oui. J'ai oublié un moins. Ok, et puis maintenant, si je commence à écrire à quoi ça ressemble le polynôme caractéristique, eh bien, le polynôme caractéristique, je sais qu'il ressemble à quelque chose comme ça. Moins 1 sur epsilon le tout puissance n, moins la trace. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la deuxième preuve, la deuxième façon de faire la preuve, parce que vous avez vu que quand j'ai fait le calcul du polynôme caractéristique, j'ai utilisé cette formule qui fait apparaître la trace comme deuxième terme. Bah, c'est ici que la trace va faire son apparition, en fait, et ce début de formule du polynôme caractéristique est très utile ici. Donc là j'écris la trace de, donc c'est de la matrice T, fois moins 1 sur epsilon le tout puissance n-1. Et puis après, bah, j'écris pas les autres termes, mais les autres termes, ça va être des quelque chose en 1 sur epsilon n-2. Et donc si je multiplie par ce qu'il y a déjà devant, j'obtiens 1 plus epsilon trace de t, plus, et donc ce que je disais, c'est tout ça c'est par rapport à 1 sur epsilon puissance n-2, donc ça va être du petit o de epsilon 2. Et donc ça m'apporte peu ce qu'il y a derrière là. Ce qui m'importe, c'est ce que nous avons ici. Et ce que nous avons ici, c'est ça montre que le différentiel, donc la première différentielle du déterminant, correspond à la trace de la matrice. Donc pour l'identité, hein, bien sûr. Donc je vais peut-être effacer. Je vais pas effacer le résultat. Enfin, je vais l'effacer ici, mais je vais le réécrire. Hop. Donc le résultat c'était que le déterminant de A de t, le tout prime, c'est égal à la trace de la transposée de la comatrice de A de t fois A prime. Ok. Donc là on voit déjà que la différentielle, alors je vais peut-être me permettre de l'écrire comme ça, la différentielle du déterminant par rapport à la direction I, je devrais peut-être l'écrire D plutôt. Hop. Ben, ça correspond à la trace. Et une fois que j'ai réglé ce problème, ben, je vais pouvoir le régler pour n'importe quelle matrice. Comment? Ben, en utilisant d'abord les matrices inversibles, puis ensuite en utilisant le fait que l'ensemble des matrices inversibles est dense dans l'ensemble des matrices tout court. Donc si je prends A inversible, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que je vais avoir le déterminant de A plus epsilon t, si je voulais essayer de refaire de la même manière, eh bien je vais mettre déterminant de A en facteur, fois déterminant de identité, plus epsilon de A-1 fois t, bon, ou t fois A-1, peu importe, ça ne changera rien. D'accord, donc j'ai ça. Et je pense que vous pouvez vous douter que maintenant, si je lance la différentielle, ce que je vais obtenir, c'est que je vais obtenir déterminant de A fois la différentielle de l'identité. Donc la différentielle de l'identité ici, c'est la trace. Donc voilà, donc ce que j'obtiens, c'est que la différentielle de det de A, calculée en une matrice T, eh bien, ça va être det de A, le tout fois la trace de A-1 fois T. Voilà, et donc là j'ai ce résultat pour n'importe quelle matrice inversible. Le det de A, rien ne m'empêche de le rentrer dans la trace, c'est quelque chose de linéaire. Donc j'obtiens trace de det de A fois A-1 fois T. Donc là vous pouvez peut-être comprendre pourquoi j'avais écrit fois det de A au début dans l'égalité que j'avais écrite pour celle-ci. Parce qu'elle est là, en fait il est là le fois det de A. Mais quand je le rentre dans la matrice et que je fais det de A fois A-1, ça me fait, si vous repensez à la formule
Donc là, il faut penser à la formule théorique de l'inverse. La formule théorique de l'inverse, c'est transposer de la comatrice de A, le tout fois déterminant de A. Si vous pensez à ça, ça veut dire que le produit que je viens d'écrire, c'est la transposée de la comatrice. Fois T. Et donc, comme les matrices, enfin, l'ensemble des matrices A est dense, donc il y a plusieurs choses. A, enfin, l'ensemble des matrices inversibles est dense. Donc, je vais effacer un petit peu pour avoir de la place et écrire les choses proprement. Donc là, il y a juste deux ou trois petites choses à dire. La fonction trace, elle est continue sur l'ensemble des matrices. Donc, la fonction trace est continue sur Mn. La fonction qui a une matrice A associe la transposée de la comatrice, c'est aussi continu. D'accord ? Parce que tous les coefficients de la matrice sont des coefficients qui s'écrivent sous la forme polynomiale par rapport aux coefficients de la matrice A elle-même. Donc c'est pour ça qu'on a continuité également. Et aussi l'ensemble, donc GLN de R est dense. Donc ça c'est un exercice qu'on avait vu également en exotocole. Alors je ne sais plus quel est le numéro, mais je le mettrai certainement sous la vidéo, en description. Donc GLN de R est dense dans Mn de R. Et donc en utilisant toutes ces propriétés-là, bah ça implique que cette différentielle existe bien pour n'importe quelle matrice. Oups, donc Mn de R. Donc cette différentielle existe et elle vaut donc d det de A. C'est donc calculé en T. C'est donc trace de la transposée de la comatrice de A, le tout fois T. Je ne sais pas si T c'était le bon choix de nom de matrice, mais bon c'est pas grave, j'ai fait tous les calculs avec T, j'espère que vous n'êtes pas trop confus par le T de la transposée et le T de la matrice. Bon, j'ai essayé de faire au mieux pour qu'elle soit toujours en exposant, mais voilà, j'espère ne pas avoir trop troublé. Bref, donc voilà, là je viens de calculer la différentielle, et maintenant que j'ai calculé la différentielle, je peux calculer la dérivée de la fonction f. Bon, je l'ai fait de deux manières, j'étais pas obligé, mais je voulais vous montrer les deux manières parce que c'est assez intéressant. Alors autre chose, on pourrait s'amuser à essayer de calculer toutes les différentielles du déterminant. Et pour calculer toutes les différentielles du déterminant, on peut jouer sur plusieurs choses. On pourrait jouer par exemple sur les exponentielles de matrice, car grâce à cette formule-là, on peut montrer par exemple que le déterminant de l'exponentielle d'une matrice, c'est égal à l'exponentielle de la trace de la matrice. D'accord, ça fait partie des petites propriétés sympatoches qu'on peut démontrer. Et grâce à cette propriété-là, on peut obtenir un résultat pour la dérivée, pour la différentielle seconde du déterminant, obtenir un résultat aussi pour la différentielle troisième, et ainsi de suite, et en fait obtenir toutes les différentielles de la matrice. Donc les différentes différentielles qu'on peut obtenir, en fait, c'est essentiellement les coefficients du polynôme. Je pense, si je dis pas de bêtises, c'est essentiellement les coefficients du polynôme caractéristique qui vont apparaître. Peut-être à peu de choses près, mais je pense que ça va être essentiellement ça. Bon, enfin, comme je n'ai pas fait les calculs, je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça va être essentiellement ça. Bref, donc si je dérive maintenant, dérivé de composé, là j'ai ln d'un déterminant. Donc ln d'un déterminant, qu'est-ce que ça fait ? Ln d'un déterminant, ça va faire la dérivée du déterminant. La dérivée du déterminant, on a vu que c'était donc trace de la transposée de la comatrice de... alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, pour l'instant, rester avec une matrice quelconque que je vais appeler... donc je vais garder la matrice qui est ici. C'est pas grave. Donc A plus T fois B. Ok. Et puis quoi d'autre ? Je vais ensuite fois la dérivée de A plus TB, mais la dérivée de A plus TB, c'est B, tout simplement. Ok, et le tout divisé par déterminant de A plus TB. Encore une fois, je rappelle qu'on travaille avec des matrices symétriques réelles définies positives. Donc si cette combinaison linéaire a un sens pour t compris entre 0 et 1, et donc le déterminant est non nul, etc. Bref. Par conséquent, le déterminant, je peux le rentrer dans la trace et ça va faire apparaître l'inverse. Donc, comme
Alors, comme de A, oui, c'est ça que je vais faire. Donc si je fais intervenir le déterminant, je divise donc par le déterminant et ça va faire A plus TB, le tout puissance moins 1, fois B. Ok, et l'inverse elle est bien définie, blablabla, pour les mêmes raisons qu'on avait convexité de Sn plus de R, blablabla. Bref, alors maintenant il faut redériver ce truc-là, puisqu'on veut la dérivée seconde. Alors pour redériver ce truc-là, il va falloir deux choses. Il va falloir connaître la dérivée de la trace, et c'est pas très dur. Voilà, je vous le donne directement, mais la différentielle de la trace, en n'importe quelle matrice, calculée en H, et ben c'est la trace de H. C'est pas très dur, il suffit de l'écrire. Vraiment, il suffit vraiment de l'écrire, il n'y a rien de difficile. Par contre, alors l'autre truc qui va être intéressant, c'est la différentielle de l'inverse. Alors je vais l'écrire comme ça. Différentielle de A-1 calculée en H. Alors la différentielle de l'inverse, bon là je vais pas faire le détail, parce que bon là déjà la vidéo prend beaucoup de temps, ça fait 1h10. J'ai pas envie que ça fasse beaucoup plus. Mais si je fais l'inverse, donc si je fais la différentielle de l'inverse, ici ce que je vais obtenir c'est moins A-1 H A-1. Donc là il faut faire un petit peu de calcul, donc on a du A plus H, etc. A est inversible, on met en facteur, etc. Donc en faisant quelques petites manipulations, on arrive à obtenir cette différentielle là. Ok, donc là je ne vais pas faire le détail, je vous invite à essayer de le faire par vous-même, c'est pas très difficile. Mais maintenant une fois qu'on a ces résultats là, bah, pour dériver ça va être assez gentil. Et ce que je vais obtenir, c'est que je vais obtenir trace donc de... je dérive ça, et en dérivant ça, ce que j'obtiens c'est moins... donc il y a le moins à cause du moins de A-1, je rappelle j'avais A1-1, H A-1. Donc là je vais avoir le A' à la place du H. Hein. Donc là je fais A plus TB, le tout moins 1, fois la dérivée de ce qu'il y a là, donc c'est B, fois A plus TB puissance moins 1, fois P. Vous voyez que je peux mettre moins en facteur. Donc je vais le mettre. Je mets moins en facteur et je me retrouve ici avec trace de... là ce que j'obtiens c'est en fait une seule et même matrice mais mis au carré. Donc je me retrouve avec trace de y carré, avec y qui vaut A plus TB fois puissance moins 1, le tout fois B. Donc la dernière formule que j'avais écrite, c'était quelque chose qui ressemblait à ça en faisant intervenir la dérivée. Donc je vais avoir marqué y moins 1 fois y' ou quelque chose comme ça, le tout au carré. Mais bref, ce qui est le plus important ici, c'est que je me retrouve avec la trace d'une matrice au carré, d'une matrice à coefficient réel au carré. Et donc bah, ça veut dire que les valeurs propres d'une matrice réelle que je mets au carré, bah, ces valeurs propres sont au carré. Hein. Donc ça veut dire que ces valeurs propres-là sont positives. Donc cette trace-là, elle est... Donc la trace de y carré elle est positive et avec le moins ça devient un truc négatif. Donc je conclus que f est concave. Et donc je conclus l'inégalité. Voilà. Alors il existait encore une autre type de preuve, avant de vraiment... Juste pour conclure, disons, il existait encore une autre type de preuve qui faisait appel à des calculs d'intégrale. Alors c'est assez surprenant, mais c'est quand même assez intéressant aussi. Et en fait, c'est un peu lié à John Launer, justement, à la preuve du théorème de John Launer. On pourrait très bien, donc il y a une histoire d'intégrale qui peut se faire. Et cette histoire d'intégrale, elle peut se faire en jouant avec une intégrale un peu particulière. Alors j'ai plus tous les détails, mais... il y a une intégrale sur un certain espace vectoriel ou sur un certain compact de exponentielle de moins x scalaire hx, quelque chose comme ça, dx. Probablement ça doit être surtout Rn, il y a peut-être des chances. Et il se trouve que ce résultat, ça nous donne pi puissance n, je crois, divisé par une certaine racine carrée qui fait intervenir le déterminant de h. Et il se trouve que si on manipule un petit peu cette formule en utilisant cette affaire-là, donc cette histoire de concavité et tout ça, et on veut faire une combinaison linéaire, donc en jouant avec la combinaison linéaire
Là, je ne vais pas faire les détails, hein, pas le temps. Et puis, de toute façon, c'est pas quelque chose de très facile parce que là, j'admets un résultat. Mais en utilisant combinaison linéaire plus inégalité, et j'y ai fait référence au tout début, inégalité de Holder. Alors, je ne vais pas rappeler ce que c'est l'inégalité de Holder, mais c'est une inégalité sur les intégrales. Et cette inégalité, c'est ce qui va nous permettre de manipuler les intégrales et en fait de faire apparaître une expression d'un côté qui va s'écrire racine carrée du déterminant qui est ici, et de l'autre côté racine carrée du produit déterminant qui est ici. Et du coup, on boucle. Voilà. Bon, il y a peut-être des constantes que j'ai pas écrites, des choses comme ça. C'est pas très grave ici parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est bon de savoir qu'il existe ce type de preuve également. Et ça peut être assez intriguant, donc je vous invite à jeter un coup d'œil si ça vous a un peu piqué la curiosité. Mais voilà, je vous ai développé essentiellement deux preuves assez différentes de la concavité, de la log concavité du déterminant, une qui était algébrique, l'autre qui était analytique, et j'espère que tout le monde y aura trouvé son compte. Et je suis content d'être parvenu à corriger les erreurs qu'il y avait, donc bon voilà, ça c'est fait. Bref, j'espère que Sylvain sera satisfait cette fois-ci, et encore une fois merci à lui pour ce petit commentaire pertinent, parce qu'en effet j'avais écrit pas mal de bêtises, et au moins ça m'a permis de corriger tout ça. Et puis voilà, en même temps vous partagez ces erreurs, encore une fois, parce que le but d'une erreur aussi, c'est d'apprendre, et d'apprendre ensuite à ne plus la faire, parce qu'on a compris comment ça marche. Donc c'est aussi pour ça que je vous ai expliqué les différentes erreurs que j'avais effectuées lors de la précédente vidéo, qui maintenant n'existe plus. Bref, sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas également si vous avez des questions ou d'autres petites choses à dire concernant cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de résolution ou tout le reste du contenu de la chaîne. Je pense que vous commencez à être habitué à ce petit blabla final, et puis n'hésitez pas à laisser un pouce, bref, tout le blabla habituel. Sur ce, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro, et je pense que ce sera le numéro d'anniversaire, donc avec les différents contre-exemples, exemples et contre-exemples que j'aimerais vous exposer, et afin de vous permettre un peu à tous ceux qui sont en prépa, et peut-être à d'autres s'y intéresser, qui sont intéressés du moins. Ça permettra de faire des révisions et plein d'autres choses, donc je vais essayer de faire un bon tour de plein de contre-exemples, sur plus ou moins tous les chapitres de prépa. Bon, j'ai pas envie que ce soit une vidéo aussi longue qu'ici, mais bon, ça risque d'être une vidéo assez longue quand même. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!